Ces plateformes si mauvaises que j'ai arrêté d'y investir. Je pense que ce titre est suffisamment évocateur pour vous faire comprendre le sujet de cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les différents moutons noirs qui ont composé mon portefeuille ces derniers mois, ces dernières années, et donc je vais vous faire un retour sur pourquoi j'ai quitté ces plateformes. Certaines pour des mauvaises gestions, d'autres parce que les résultats sont assez mauvais. Bref, nous allons voir tout ça en détail dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez mettre un like sur cette vidéo et que vous pouvez vous abonner à Investissement Facile pour me soutenir dans ma démarche de création de contenu gratuit. Avant même de commencer cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler tout de suite que si je suis sorti d'une plateforme, ce n'est pas forcément parce que celle-ci est mauvaise. Parce que oui, le titre est accrocheur, parce qu'il faut bien, mais il y a aussi des plateformes dont je suis sorti finalement juste parce que les résultats étaient un petit peu moins bons que prévu ou que les taux ont baissé, etc. Par contre, je peux vous assurer qu'il va y avoir un petit peu de sang sur les murs et quelques balles perdues sur des plateformes qui le méritent vraiment. Avant de cibler quelques plateformes que j'ai en tête, j'aimerais revenir sur deux secteurs que j'ai complètement abandonnés au fil des mois à cause de la situation macroéconomique et à cause de ce que proposent ces plateformes. Et avant de commencer, pour ne pas vous influencer, je vous invite à aller dans la section commentaires et à me laisser un petit commentaire me disant quelle est la plateforme que vous êtes plutôt en train d'abandonner ou que vous avez déjà abandonné et quelle est la raison principale de cet abandon. Je pense qu'il est important que la communauté se partage ce genre d'éléments tout autant qu'elle se partage les bonnes plateformes. Commençons par le crowdfunding immobilier européen et plus précisément de l'Europe de l'Est, parce qu'il s'est énormément développé au travers de plateformes comme Reinvest24, CrowdEstate, Estate Guru par exemple. Et moi, donc j'étais investi sur des plateformes comme Estate Guru et CrowdEstate et ça a été une hécatombe ces derniers mois puisque ces plateformes-là affichent des taux de défaut d'environ 30% à l'heure actuelle. C'est absolument énorme. Pour prendre mon exemple, aujourd'hui, j'ai 700 € en défaut sur la plateforme Estate Guru, ce qui représente entre 20 et 25% des projets en nombre. J'avais également investi sur la plateforme Estate Guru, où là, j'ai carrément plus de 50% de mes projets qui sont en retard. Ce chiffre est probablement énorme simplement parce que c'est la loi des petits nombres. Hein. Parfois, on sort des statistiques complètement. J'ai 6 projets dessus et j'en ai malheureusement 4 qui sont tombés en défaut. Et pourquoi donc aujourd'hui, ce sont des plateformes que j'évite? Au-delà du fait que, effectivement, la situation macroéconomique, donc on parle de l'inflation et de la hausse des taux, touche encore plus ces pays-là qui ont finalement un environnement macroéconomique plus fragile, donc un système social aussi qui est plus fragile, donc des gens qui souffrent plus de l'inflation. Il va aussi y avoir un marché immobilier beaucoup plus fragile et donc beaucoup plus volatile. Par conséquent, dans des périodes comme ça, localement, le marché immobilier peut perdre 10, 15, 20, 25% peut-être dans certaines de ces régions. Avant de cibler quelques plateformes particulières, j'aimerais aussi revenir sur le crowdlending. Ce que j'appelle moi le crowdlending européen, ça va être le fait de prêter à des sociétés de prêt qui vont elles-mêmes prêter derrière à des particuliers ou à des sociétés. Donc là, je vais parler de plateformes comme Yuvo Group, comme Lender Market, comme Robocash, comme Via Invest, comme Peerberry, bref, toutes ces plateformes-là qui font du prêt aux particuliers in fine. Et pourquoi aujourd'hui j'estime que la situation n'est pas très bonne sur ces plateformes-là et pourquoi j'éviterai? Alors déjà, premièrement, les taux sur ces plateformes-là ont eu tendance à baisser ces derniers mois parce que des investisseurs sont arrivés et cette baisse des taux n'est absolument pas là pour corréler le risque qu'il y a derrière. Par exemple, prenons le cas de Robocash. Robocash a des obligations cotées sur le marché qui sont, elles, plutôt à 13 ou 14%. Or, aujourd'hui, vous prêtez à Robocash à partir de 8%. Il y a donc un gros décalage avec la réalité et du marché sur ces plateformes-là. D'autant plus qu'on a observé une hausse des taux par ailleurs et que ce sont les seules plateformes qui ont eu une baisse des taux. Donc moi, je pense réellement qu'il y a aujourd'hui une différence entre le risque qu'il y a réellement et le risque que l'on perçoit au travers des taux. C'est-à-dire que les taux devraient être beaucoup plus hauts si on voulait que le risque réel soit représenté dans les taux. D'autant plus que les différentes garanties que l'on a sur ces plateformes-là sont finalement extrêmement fragiles. On parle juste d'une garantie à la première demande. C'est une garantie qui nous permet de récupérer l'argent en cas de défaut sur le prêt en particulier. C'est le groupe qui va généralement rembourser la dette. Eh bien, c'est exactement le fonctionnement d'une garantie à la première demande que l'on a sur le crowdfunding immobilier. Et cette garantie à la première demande, lorsqu'elle est toute seule sur le crowdfunding immobilier, c'est une garantie que je considère comme insuffisante. Et petite cerise sur le gâteau, aucune des sociétés que j'ai nommées précédemment n'est réglementée pour son activité de financement participatif. Ça veut dire que vous avez des taux qui sont similaires au crowdfunding immobilier, avec un taux de risque supérieur
sans aucune réglementation. C'est vous qui faites votre choix, mais moi j'ai vite vu mon intérêt, et mon intérêt c'est de limiter mon investissement sur ces plateformes-là. Je vais préciser mon propos parce qu'il y a des points spécifiques sur 2 plateformes de crowdlending. Cependant, tout ce que j'ai expliqué avant est valable pour toutes les plateformes de crowdlending. La première des 2 plateformes sur laquelle je veux revenir spécifiquement, ça va être Youvo Group. Pourquoi Youvo Group? Parce que Youvo Group, j'ai subi un défaut important sur cette plateforme. C'est-à-dire que environ 45% de mon portefeuille s'est retrouvé en défaut à cause d'une seule société. Parce que leur robot avait tendance à favoriser cette société lors des investissements automatiques. Avec en plus le fait que finalement la plateforme Youvo Group a été très mauvais dans le suivi de ce défaut-là. On est à peine passé en première instance en justice et je peux m'attendre à ce que ces 900 € restent bloqués encore pendant 1 à 2 ans minimum. La deuxième société sur laquelle je voulais faire un point particulier, il s'agit de Lendermarket. Lendermarket, c'est principalement Credistar derrière cette société. Credistar qui est une société de crédit qui fait du crédit à des particuliers. Et donc on finance majoritairement les crédits de Credistar au travers de Lendermarket. Sur Lendermarket, on observe un phénomène assez inquiétant sur le fait que la société ait finalement des problèmes de cash flow. Donc ça veut dire qu'elle a du mal à gérer son flux de trésorerie et à avoir du cash disponible au moment où il faut rembourser nos crédits. On voit que la plupart des crédits de court terme sur la plateforme Lendermarket subissent des retards répétés et en plus sont allongés au maximum qu'ils peuvent dans les contrats. Donc un financement qui est censé durer 1 mois va se retrouver à durer entre 6 et 9 mois en général. C'est pas un problème pour les intérêts qui continuent à courir bien entendu, mais ça pose question sur la capacité de la société à réellement rembourser ses créances. Et ça je m'en méfie d'autant plus dans la situation actuelle où bien sûr lorsqu'il y a de l'inflation, les crédits à la consommation sont peut-être la dernière chose que vont rembourser les gens puisqu'ils vont d'abord payer leur logement, se nourrir et après s'il reste de l'argent, payer le crédit à la consommation. Maintenant qu'on a vu les 2 gros secteurs que je délaisse en ce moment, je vais revenir sur quelques sociétés que je suis en train de quitter en ce moment. On va commencer du plus soft, sur lequel je suis pas trop content, mais voilà, au plus hard, il y a des vraies critiques à formuler. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez mettre un commentaire pour vous aussi partager vos mauvaises expériences et que vous pouvez vous abonner à Investissement Facile pour soutenir la chaîne puisque je sais que cette vidéo risque de faire polémique et que je risque d'avoir besoin de soutien dans les prochaines semaines. En plus d'éviter les mauvais investissements, si vous voulez trouver des bons investissements, je vous mettrai en lien la vidéo qui vous présentera les meilleures plateformes de crowdfunding de 2023 selon moi. Commençons tout doucement avec October. October, c'est une plateforme très connue puisque c'est un des leaders du marché qui propose de prêter à des entreprises. Et cette plateforme-là a malheureusement des résultats assez calamiteux. Dans la communauté, on va retrouver des TRI entre 2 et 3% en général. Moi, j'ai de la chance, j'ai 3 petits prêts chez eux et aucun pour le moment n'est touché par un défaut. Et donc, j'ai un taux de rendement autour des 5%. Comme je le disais tout de suite, moi je n'ai pas de défaut, mais le taux de défaut est globalement relativement élevé sur la plateforme. Donc malheureusement, il y a des problèmes et je pense que le problème, c'est le fait que certains prêts passent simplement par un algorithme pour être validés ou non et il n'y a pas de validation humaine derrière. Ça a été vanté comme une révolution pour les entrepreneurs, ce qui est le cas. Par contre, pour les épargnants, c'est calamiteux. Il y a certains prêts qui passent directement en défaut lors de la première échéance parce que les sociétés sont dans l'incapacité de payer. Je critique pas October outre mesure parce que ça a permis de mettre le pied à l'étrier au crowdfunding à beaucoup de monde, mais c'est une plateforme dont aujourd'hui il faut se méfier puisque les rendements ne sont pas du tout au rendez-vous. Mettre son argent sur le livret A sera probablement plus rentable que si vous alliez sur October. La deuxième société dont j'ai envie de parler, c'est MyOptions. Et MyOptions, c'est un peu le même problème que October. Donc, finalement, on a un taux de retard, un taux de défaut extrêmement élevé, supérieur à 30%. Ce qui fait qu'il est quasi impossible d'être gagnant sur cette plateforme-là aujourd'hui. Alors peut-être que les recouvrements seront bons et que nous pourrons être gagnants au final, mais j'ai un peu peur sur le résultat de cette plateforme-là, sur laquelle j'ai 2 prêts en défaut. Un gros point négatif concernant MyOptions, c'est la communication. Ils sont en train de faire quelques efforts et aujourd'hui on a des vraies communications avec plus de détails, mais jusqu'il y a peu c'était vraiment catastrophique. On n'avait vraiment aucune nouvelle des projets malgré les relances de certains utilisateurs. Ce sont les 2 critères qui pour moi en font aujourd'hui une mauvaise plateforme à voir dans les prochains mois puisque a priori il semble y avoir une reprise en main de la plateforme avec au moins des éléments de communication qui sont plus intéressants depuis le début de l'année. On va commencer à ne pas se faire des amis avec Bien Prêté. Bien Prêté, c'est une plateforme que j'avais essayé, sur lequel j'ai encore un peu d'argent, je suis en train de retirer mes derniers projets, mais depuis un certain temps, j'ai arrêté d'investir pour plein de raisons. Et c'est un peu ça le problème, c'est que la plateforme fait amateur. Il y a plein de petits problèmes qui se cumulent. Déjà, premièrement, jusqu'à il y a peu, donc on va voir comment ça va se passer dans le futur, peut-être qu'il va y avoir de l'amélioration, mais la personne qui détenait la plateforme, Monsieur Martin, était également celui qui détenait la plupart des clients de cette plateforme-là.
Et on voit qu'il y a des liens au travers de sociétés, etc. avec Monsieur Martin pour bon nombre d'autres clients. Comme je le disais tout de suite, il y a certaines sociétés qui changent souvent de nom. On peut citer Publisim qui s'est renommé en PromUp, on peut citer Kimpli qui s'est renommé en je ne sais pas quoi, mais il y a plusieurs sociétés qui changent de nom comme ça, qui disparaissent, qui reviennent, qui sont rachetées simplement. Donc ça laisse un arrière-goût de il se passe quelque chose de pas net, d'autant plus que Publisim, il y avait énormément de mauvaises publicités sur Internet, ce qui montre bien qu'il y a des clients qui sont pas forcément satisfaits et des personnes qui ont tendance à critiquer les produits. Donc quand on est sur des sociétés comme ça où on sait pas trop où aller, moi j'ai du mal à me projeter à prêter de l'argent à ces sociétés-là et j'ai du mal à me projeter indirectement de prêter à la personne qui était responsable de ces sociétés-là. On peut aussi citer l'épisode Technigym où la société a décidé de payer sur fonds propres le défaut de la société pour garder son tableau de défaut vierge. Il semble en plus qu'il y ait des petits délais dans les remboursements qui étaient prévus, bref, des petites difficultés. Ça peut se comprendre de ce point de vue-là, donc je ne jette pas la pierre, mais ce sont tous ces éléments qui, aujourd'hui, me portent à croire qu'il y a un problème derrière bien prêté et que je ne suis pas prêt, moi, à prendre le risque d'aller sur une plateforme sur laquelle il y a tout un faisceau d'indices qui portent à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Je tiens à signaler pour conclure qu'il y a potentiellement du mieux sur bien prêté. On va voir comment ça se passe parce que Monsieur Martin a été obligé, dans le cadre de l'obtention du PSFP, la nouvelle réglementation européenne pour ce type de plateforme, eh bien de se séparer des sociétés qui étaient clientes chez Bien Prêté pour pouvoir garder la main sur Bien Prêté. Est-ce que Bien Prêté va traiter de la même manière les prêts qui viennent de PromUp que les prêts qui viendraient d'une société tierce ? J'ai un peu de mal à y croire vu les antécédents de la société. On attaque maintenant les choses sérieuses avec Brix. Alors Brix, je vous mettrai 2 vidéos ici successivement qui expliquent mon point de vue qui est extrêmement négatif sur la plateforme. Et force est de constater que tout ce que j'avais dit, plus ou moins, s'est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit Brix est mort et ça va être un nouveau produit complètement différent qui va être régulé, qui va réapparaître. Donc Brix, dans la forme qu'il existait, n'existera plus. En tout cas, ça a été annoncé comme tel par la plateforme. Ça peut être un bien, honnêtement, hein. Entendons-nous, ça peut être un bien. Mais jusqu'à présent, Brix a fait preuve d'une totale insolence envers ses investisseurs, en disant que son produit était carré, que tout allait bien, etc. Et il y a un moment, en fin 2022, eh bien l'AMF a sifflé la fin de la récré et Brix a simplement dû arrêter de mettre des biens en ligne. En toute franchise, je trouve que Brix est vraiment la plateforme à fuir par excellence. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui a montré pendant 2 ans qu'elle était négligente sur les principes les plus élémentaires d'une plateforme d'investissement, en annonçant des taux garantis complètement stratosphériques par rapport à ce qu'il y aura dans la réalité et par rapport à ce qu'il y a déjà dans la réalité. Brix a aussi réinventé des règles qui n'existent absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valorisation d'une Brix prend par exemple en compte un amortissement des frais. Alors que finalement, lorsque l'on achète une Brix, elle est censée refléter la valeur du bien. Aujourd'hui, elle reflète la valeur du bien plus un pourcentage de frais. C'est complètement absurde et c'est ce genre de règle qu'a mis en place Brix régulièrement dans sa plateforme pour ne pas laisser transparaître le fait que, eh ben oui, après 1 an finalement, comme il y a les frais de notaire, comme il y a les frais de Brix, comme Brix dilue les investisseurs, eh bien la valeur théorique de la Brix chute extrêmement brutalement. J'en parle à la fois dans mon article et à la fois dans mes vidéos, je ne redétaille pas les calculs, mais pour moi, Brix aujourd'hui est une plateforme à fuir simplement parce qu'on ne peut pas faire confiance à ces personnes pour faire un produit d'investissement sérieux. Et enfin, on va terminer avec Upstone. Ça devient presque personnel avec Upstone parce que Upstone fait des choses extrêmement mal avec moi. Et Upstone fait des choses extrêmement mal avec ses critiques en général. Il y a eu plusieurs comptes bloqués parce que les personnes donnaient des avis négatifs sur les réseaux sociaux. Donc Upstone a pris l'excuse que si vous nous critiquez, ça veut dire que vous ne voulez pas investir chez nous, donc on va vous rembourser. Il y a une personne qui a reçu ce type de message. Il faut savoir que je ne sais même pas si ces plateformes-là ont le droit de faire ce genre de choses de leur propre initiative. Si quelqu'un leur demande et qu'elles font un geste commercial, pourquoi pas, mais de leur propre initiative, ça me semble complètement absurde et complètement dangereux en fait, parce que la plateforme, ça veut dire qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Je rappelle que ces plateformes-là ne sont qu'intermédiaires dans les financements. Elles ne sont pas censées intervenir et censées, modifier les volontés des investisseurs. Aujourd'hui, je suis vraiment très déçu par leur comportement, mais aussi par la plateforme en elle-même. Aujourd'hui, il y a 9,1 millions d'euros de prêts en retard pour un peu plus de 28 millions de prêts financés.
soit un taux de retard, écoutez bien, de 32%. 32%. On commence tout juste à sentir les impacts de la crise, qu'ils sont déjà à 32%. Les plateformes qui sont, on va dire, derrière, sont à moitié moins en termes de retard. Ils sont entre 15 et 20%. On est déjà à 32% sur Upstone. En prenant compte que la plupart des retards sont pris en compte 12 mois après le début du retard. Parce que dans la plupart des contrats Upstone, il y a un délai de prolongation des contrats de 12 mois. Donc le taux de retard réel par rapport à la date initiale, on va dire du report, en prenant en compte les retards contractuels, est probablement plus de l'ordre de 50%. Je n'ai pas malheureusement le détail de ces statistiques et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas mon temps à perdre avec ce genre de plateforme, mais eh bien, c'est le genre d'élément que l'on a sur Upstone. Donc quand vous voyez un projet à 12 ou 14%, c'est pas pour rien, c'est parce que cette plateforme-là, il y a un risque absolument ridiculement élevé de retard et je pense que l'on va voir un certain nombre de défauts, voire un nombre de défauts importants sur cette plateforme-là. J'espère qu'ils me donneront tort, en toute franchise, pour tous les investisseurs qui sont sur cette plateforme-là, mais j'ai vraiment peur de l'avenir pour la plateforme Upstone. Entre les descriptions de projets qui sont assez moyennes, même si, petit point positif quand même, elles ont évolué de manière positive ces derniers mois, à force que la communauté gueule sur le fait qu'il n'y ait pas assez d'informations, ça a fini par porter ses fruits, donc continuez à leur rapporter les défauts, puisque ça semble progressivement porter ses fruits sur cette plateforme-là, et c'est aussi pour ça que j'en parle ici. Peut-être que ça va faire un électrochoc aux personnes de la société qui vont se dire « Ah merde, on n'a peut-être pas pris toutes les bonnes décisions, et donc on va essayer d'améliorer les choses ». Voilà les plateformes dont je voulais vous parler. Je pense que j'ai été relativement clair sur les risques associés à chaque plateforme, et je vous invite à faire attention lorsque vous investissez, surtout dans la situation actuelle. Et je pense que il sera important que je fasse un petit update de cette vidéo, que je refasse du coup une nouvelle vidéo tous les ans pour essayer de voir un petit peu comment ça évolue. Ah oui, point intéressant, c'est que cette nouvelle vidéo va prendre en compte qu'une partie des projets de crowdfunding immobilier vont être en difficulté à partir de maintenant, puisque la conjoncture n'est pas bonne pour ces projets-là. Si vous aimez ce genre de petits coups de gueule, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like sur la vidéo, en vous abonnant à Investissement Facile, parce qu'il reflète mon expérience, mais mon expérience est forcément biaisée parce que j'ai vécu moi, qui ne représente peut-être pas ce que vous avez vécu vous sur ces plateformes-là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.